Merci Valérie. Eh ben, bonjour et merci de votre présence. Alors, donc, je vous propose pendant cette petite heure d'échanger sur ce concept de passion au travail, qui, à mon avis, est une approche de type gagnant-gagnant, qui profitera à la fois aux salariés et qui profitera aussi, bien entendu, aux entreprises. Alors, avant d'aborder cette notion de passion au travail, je voulais, très modestement, l'inscrire dans une volonté unanime de tous les politiques, à savoir une nécessité de réindustrialiser le pays et de reprendre une plus grande souveraineté dans la production de biens stratégiques, à minima, bien sûr. Les médicaments, on a vu au cours du Covid, effectivement, qu'on manquait pas mal cruellement de certains médicaments ou de certains composants dans l'électronique, par exemple. Alors, simplement, cette petite réflexion, c'est un peu comment dire, c'est un peu réducteur ce que je vais dire, mais aujourd'hui, si on veut réindustrialiser, c'est-à-dire qu'il faut qu'on récupère effectivement du boulot qui est fait par un tas de pays qu'on dit émergents, mais qui ont émergé pour nombre d'entre eux depuis longtemps. Et donc, en fait, dans tous les pays du monde, eh bien, ceux qui produisent des biens, hein, des services, mais essentiellement des biens matériels, eh bien, comment ils font? Ben, ils mettent une personne devant une machine. Et dans tous les pays, on a des compétences qui sont identiques. Certains pays ont beaucoup plus d'ingénieurs que nous. Euh, Ils ont aussi, aujourd'hui, ces pays-là ont de l'argent, donc ils peuvent acheter des équipements de dernier cri. Donc, on est tous au même niveau avec un équipement et une machine et une personne, avec les mêmes compétences et les mêmes caractéristiques techniques pour les équipements. Qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est tout simplement le comportement de la personne qui est devant la machine. Voilà. Donc, c'est en ce sens-là que j'ai pensé, là encore, très modestement, que si on arrivait à passionner l'ensemble des salariés, enfin l'ensemble, soyons modestes, si on arrivait à augmenter cette façon d'approcher le travail, donc par une plus grande passion, eh bien, on irait dans le sens, effectivement, d'une plus grande compétitivité par rapport à nos concurrents internationaux. Alors voilà, bon, tout ça, c'est bien joli, mais effectivement, ça reste une ambition un petit peu importante. Mais bon, restons modestes. Alors, je vais revenir, faire défiler un petit peu mon... Voilà. Donc, je répète, hein, l'idée, c'était effectivement d'aider, là encore très modestement, à les entreprises à s'adapter et à avoir une plus grande pérennité via le fait d'une plus grande compétitivité. Donc, on est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que si on a des collaborateurs, si on a des salariés qui sont passionnés, on le sait, hein, ils vont développer une énergie 10 fois plus grande que ceux qui vont travailler à reculons, comme on dit. Donc, ça veut dire que la performance, elle sera globale, elle sera durable, parce que sous certaines conditions, une passion, ça s'entretient. Ce sera un petit peu l'objet de nos échanges. Et puis également, eh bien, c'est du bonheur pour ceux qui bossent. Alors, euh, je vais vous parler un tout petit peu, alors déjà, parce que tout ça, ça s'inscrit dans un monde que les Américains qualifient de VUCA, vous le savez, vous connaissez cet acronyme, hein, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est volatile, il est incertain, il est complexe, il est ambigu, donc c'est difficile de faire des prévisions, hein, contrairement à certaines dizaines d'années précédentes où l'avenir ressemblait un petit peu au présent. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on s'adapte en permanence, qu'on apprenne à s'adapter en permanence au changement sans faire trop de prévisions. C'est un petit peu ce qu'on appelle le management de l'incertain. Mais ce n'est pas un management nouveau, hein. Nos ancêtres paysans, ils travaillaient dans l'incertain. Ils ne savaient pas quelle serait la météo, ils ne savaient pas s'il pouvait y avoir des guerres, des invasions. Bon, du coup, c'est quelque chose que nous, on avait oublié parce qu'effectivement, depuis peut-être 50, 60, 70 ans, notre monde était devenu un peu stable et il ne l'est plus malheureusement. Donc, il faut qu'on se prépare effectivement à avoir une autre approche du travail. Alors, simplement, c'est vraiment cette adaptabilité, c'est une réponse au changement permanent qui nous entoure. Alors, cette adaptabilité, elle est le fait des gens qui composent une entreprise. Une entreprise sera adaptable si chacun d'entre nous peut s'adapter en permanence et cette adaptation, elle est liée effectivement à la notion de passion. Si on s'intéresse au travail, on va ne pas se contenter d'une routine, faire toujours pareil pour être tranquille, mais on va effectivement s'impliquer, comme le disait Valérie, même s'impliquer au carré ou au cube au fonctionnement de notre entreprise. Alors, simplement, je pense que
je vais parler, mais rapidement, parce que je ne suis pas un cas très intéressant, c'est très banal ce que je vais dire, mais simplement, cette approche de la passion, elle est déjà personnelle. Il se trouve que j'ai fait des études donc jusqu'à 25 ans, un petit peu chaotiques, et puis j'ai bricolé un peu parce que je ne savais pas trop quoi faire, et j'ai été un jour obligé, mais vraiment obligé, donc j'avais une petite famille. Mon épouse souhaitait rester à la maison, s'occuper des enfants les premières années, qui était diplômé aussi. Et du coup, j'ai eu un problème avec un employeur et je me suis fait virer du jour au lendemain. J'ai cherché du boulot et à l'époque, effectivement, c'est une époque bénie, on trouvait du travail facilement. J'ai retrouvé effectivement au bout d'une semaine du travail, mais je ne l'ai pas choisi. J'étais contraint d'aller travailler dans une entreprise qui acceptait de me prendre et c'était une grosse manufacture de montres en Franche-Comté où il y avait 3000 personnes et j'ai été embauché dans un bureau d'organisation. Et là, c'était le coup de foudre. Vraiment, j'ai trouvé mon germe, j'ai trouvé ma passion. Et c'est cette passion-là qui a conduit un petit peu toute ma vie. Je commence à avoir un petit peu de bouteille. Donc, vraiment, avec une existence que j'ai trouvée riche, vraiment. Hein. Enfin, pas forcément sur le plan financier, quoique j'ai bien gagné ma vie quand même. Mais voilà, c'est pas une, c'est pas, c'était c'était pas pour fait pour s'enrichir, je veux dire, mais simplement avoir une vie sympathique et intéressante. Donc, effectivement, après ce cas personnel, je me dis, mais on n'est pas nombreux. Enfin, j'imagine que vous, pour la plupart, êtes passionnés par votre travail. Et quand je parle de passion, ce n'est pas forcément des passions artistiques, pianistes, etc., mais des passions pour des métiers. Hein, il y a des gens qui sont passionnés de cuisine, qui sont passionnés de charpente, de bois, de métal, etc. Mais ça reste quand même c'est restreint à une minorité, je veux dire une élite quand même, parce que c'est quand même une chance qu'on peut avoir quand on est passionné et quand on peut vivre sa vie comme ça, sans compter son temps, en travaillant quand on veut, enfin pas quand on veut, mais quand on peut, ou de temps en temps le dimanche ou le samedi, mais ne pas avoir toujours l'œil sur l'horloge parce qu'on s'ennuie. Donc on ne s'ennuie jamais quand on est passionné. Et en fait, après, ce constat, c'est de dire, ben oui, mais comment est-ce qu'on peut aborder les boulots qui sont difficiles, quoi. Hein, les boulots, très souvent, les boulots compliqués, les boulots difficiles, les boulots, et en plus, ils sont mal payés. Est-ce qu'on peut vraiment être passionné ou faire en sorte que les gens se passionnent quand on a un boulot difficile comme ça? Et en fait, la réponse, elle m'a été apportée par une expérience que j'ai vécue, mais pas personnellement, mais qu'on m'a racontée. Et je travaille, que je le disais à Valérie, je travaille pas mal en ce moment depuis quelques dizaines d'années, enfin une vingtaine d'années, dans le secteur médico-social et notamment dans les EHPAD. EHPAD, c'est des maisons de retraite, donc où on accueille des personnes âgées, très souvent un peu en fin de vie, puisque c'est des maisons où on termine son existence. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer un groupe de jeunes femmes aides-soignantes et puis agents de service hospitalier, donc des gens qui font le ménage. C'était essentiellement une équipe de jeunes filles, hein, de jeunes femmes plutôt. Et donc c'est des amis que je connaissais ou que j'ai appris à connaître aussi. Et elles ont vécu, donc elles m'ont raconté une aventure qui a duré une dizaine d'années où vraiment, C'est bon, hein. oui, pardon. Oui, alors pendant une dizaine d'années, ces jeunes femmes, quand elles en parlent, d'ailleurs, elles en parlent encore un petit peu la larme à l'œil en disant elles ont vécu effectivement toute une passion pour leur métier. Et effectivement, alors je leur ai demandé un petit peu de m'expliquer un petit peu comment s'était passé toutes ces années. Et en fait, l'explication, c'est qu'elles avaient elles avaient travaillé sous l'égide d'un médecin coordinateur qui s'appelait le docteur Parmentier, donc je peux dire son nom, il est décédé, mais parce que c'était un bel exemple, et qui leur a appris à être passionnés par leur travail. Et je répète, aide-soignant et ASH, c'est le bas de l'échelle hein, dans la hiérarchie des établissements de santé, en tout cas des établissements médico-sociaux. C'est-à-dire que ces jeunes femmes sont, enfin, il y a des types aussi, mais ces jeunes femmes, pour l'occurrence, sont confrontées à la vieillesse, à la maladie, à la saleté, aux excréments, etc., parfois aux injures. De temps en temps, c'est quand même rare, mais de temps en temps au coup. Et puis, bah, les salaires, c'est des salaires de misère. Quoi. Je me suis dit, mais comment ce médecin a réussi? Et j'ai écouté, effectivement, ces jeunes femmes m'expliquer comment ce médecin les considérait. Donc ça, c'était, je passe rapidement. Alors, euh,
je dis bon docteur P, mais je répète, j'ai aucun scrupule à donner son nom parce que c'était un bel exemple et pour moi, il était vraiment une sorte de maître à penser parce que j'ai compris, mais que c'était un problème de management, c'était un problème de leadership. Voilà. Et c'est ce qui m'a entraîné à réfléchir un petit peu plus loin sur cette notion de passion. Alors déjà, ce médecin-là, il aimait ses clients qu'il avait sous la main, ses résidents, donc ses personnes âgées. Et puis, il écoutait ses équipiers, donc ces jeunes femmes qui travaillent avec lui. Alors, ce qui m'a d'abord épaté, c'est que dans le secteur médical, médico-social, la hiérarchie est très prégnante. Hein, il y a la direction, mais aussi sur le côté médical, il y a le médecin, coordinateur, effectivement, qui est le grand chef sur le plan médical. Il y a aussi le cadre infirmier, il y a les infirmiers, et ensuite aide-soignant et ASH. Vous voyez, donc, on est en bas de l'échelle. Et ce médecin-là me disait, quand il faisait des réunions, eh bien, enfin, ces jeunes femmes me disaient, quand le médecin les réunissait pour avoir leur avis, il les écoutait. Il expliquait, enfin, il m'avait expliqué à moi, parce que je l'ai rencontré après, par la suite, il m'expliquait qu'en fait, les gens qui étaient les plus importants dans son équipe, ce n'étaient pas les infirmiers ou les cadres infirmiers. Pourquoi? Parce que ces gens-là font mal, si vous voulez. Enfin, ils piquent, ils soignent. Donc, et en fait, ceux à qui les résidents se confient le plus facilement, ceux à qui ils expliquent leurs petits problèmes, etc., qui sont importants pour les médecins, hein, pour que les gens puissent vivre correctement cette fin de vie, eh bien, pour lui, c'était les aides-soignants et surtout les ASH, c'est-à-dire les gens qui faisaient le ménage. C'est-à-dire qu'on passe le balai, on passe la serpillière et on papote en même temps, bien sûr. Et ça, c'est ce que les gens attendent. C'est des contacts effectivement avec les autres. C'est pas simplement que la chambre soit propre, c'est aussi avoir une vie comme avant et des contacts sociaux. Donc le papotage, ça fait partie de la bientraitance, hein, qui est la culture dans ces établissements, et les personnes se confient plus facilement. Donc lui, dans son échelle d'intention, il écoutait beaucoup plus les gens du bas de l'échelle que les cadres ou les infirmiers, qui n'avaient pas beaucoup d'infos. Vous voyez, donc, écouter des gens qui sont au bas de l'échelle, prendre compte, tenir compte de leurs avis, parce que qu'est-ce que vous en pensez, madame, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Donc, les gens donnaient leur avis, il les écoutait et il les remerciait. Donc, c'est quand même une attitude qui est un petit peu, je veux dire, anti-hiérarchique. Euh, et il les appréciait, ces jeunes femmes, puisque systématiquement, effectivement, je répète, le fait de les respecter, de les écouter et de prendre en compte leur avis, c'était une forme d'appréciation, de respect. Et puis aussi donner du sens. C'est-à-dire que, en fait, très souvent, si vous voulez, et ça permet aussi d'encourager à comprendre, donner du sens, c'est expliquer qu'on n'est pas là. C'est quand, par exemple, quelqu'un fait le ménage dans une chambre ou dans les couloirs, dans les communs, c'est pas à récurer, hein, c'est améliorer l'hygiène, parce que voilà, on enlève toutes les saletés qu'il y a par terre, etc. Pour l'ambiance olfactive, je veux dire, on va avoir une bonne odeur plutôt qu'une odeur un petit peu pas très sympathique qu'on peut trouver parfois dans ce genre de boutique. Et puis aussi pour la sécurité, hein, parce qu'effectivement, quand on récure le sol, eh bien, c'est beaucoup plus sécure pour ceux qui y passent. Donc, cette notion de donner du sens, effectivement, il l'a complété aussi avec un encouragement à comprendre. Parce que ce qui est important, et tout ça, ces éléments-là, moi, je les ai repris après par la suite, en essayant d'en faire une petite théorie, hein, très modeste là aussi. Mais par exemple, il faisait des réunions régulières, toutes les semaines, à qui voulait venir. Et à chaque semaine, c'était un petit quart d'heure, c'était 20 minutes, il parlait d'un thème, soit un problème qu'il y a eu au cours de la semaine, et pour lequel les gens, ces jeunes femmes avaient envie d'avoir des explications, mais aussi sur tout ce qui était un petit peu lié à la vieillesse. C'est-à-dire qu'en fait, il expliquait, lui qui était médecin gériatre, il expliquait un petit peu toutes les difficultés, tous les comportements qu'une vieille personne peut afficher et qu'on ne comprend pas forcément quand on a 30 ans ou 40 ans. Donc, il leur donnait de la compétence et il les aidait à être des référents dans leur métier. Vous voyez. Et ça permettait aussi d'avoir du sens parce que, effectivement, dans ce métier-là, et je reviens un petit peu, enfin, j'en parlerai tout à l'heure, mais sur la pyramide de Maslow, il n'y a pas de possibilité d'évolution professionnelle, sauf certains volontaires, effectivement, qui font des écoles, qui passent infirmières, ensuite des écoles de cadre, etc. Mais ça reste très, très, très rare. La plupart des gens qui rentrent comme aides-soignants, bon, ils finissent leur vie, leur carrière comme aides-soignants. Donc, il n'y a pas de possibilité d'évolution de carrière.
Donc, ça veut dire que là, cette évolution, elle se faisait à travers de la compétence, c'est-à-dire ces gens-là qui sortaient d'une école, ou même pour les ASH, qui n'avaient pas de formation de soins, et bien petit à petit, ils les encourageaient à comprendre pourquoi les gens avaient eu telle réaction, etc. Donc, il en faisait des gens de plus en plus compétents. Et puis, toujours, c'est l'exaltation du groupe, de l'équipe. Ouais, et nous, effectivement, on entend souvent parler, ah, il faut travailler en équipe, il faut travailler en équipe. Mais quand on regarde dans les faits, on a encore beaucoup et très souvent des objectifs individuels. On a des fiches de fonction qui sont, ou des fiches de poste qui sont individuelles. Donc, on a encore un discours qui exalte le groupe et puis une réalité qui fait que ben, c'est encore chacun pour soi. Donc, oui, chercher l'erreur, en gros. Et puis aussi, alors ça, j'en ai parlé que certains éléments, promouvoir la bonne humeur. Dans ces équipes de cette équipe de jeunes femmes, bon, il y avait toutes celles qui plaisantaient, qui racontent des histoires, et il y en avait une qui, c'est un petit exemple, hein, mais une de ces jeunes femmes qui avait toujours l'habitude de raconter des histoires un petit peu salées, ben, il l'encourageait. Alors bien sûr, c'était pas toute la journée, mais de temps en temps, il disait, alors, Carole, aujourd'hui, c'est quoi votre histoire, etc. Et puis bon, ben, voilà, et tout le monde se marrait, et ce qui faisait qu'il y avait des résultats qui étaient fantastiques. Hein. Par exemple, quand les aides-soignants, une activité, c'est la toilette. Donc, tous les jours, ben, il y a une liste de personnes âgées, de résidents, et cette liste, elle est partagée entre les aides-soignants. Donc, en fonction, alors, effectivement, les toilettes, c'est pas une activité industrielle avec un standard, avec une procédure. Hein, ça dépend effectivement de l'humeur des gens. Ils ont envie, ils n'ont pas envie, ils sont difficiles, ils sont en crise, ils ne sont pas en crise. Donc, ben, chacun a sa liste de résidents, effectivement, de toilettes. Et puis, si c'est chacun pour soi, effectivement, ben, il y a une aide-soignante qui va terminer à 10 heures et l'autre qui va terminer à 11h30 parce qu'elle a eu un groupe un petit peu plus compliqué. Et puis le lendemain, ça peut être l'inverse, hein, parce qu'une personne peut être sympathique aujourd'hui, puis le lendemain en crise, et ça marche moins bien. Donc lui, il les avait encouragés, et c'était une réalité, à travailler ensemble. C'est-à-dire que quand une a des difficultés, l'autre qui a terminé son groupe va l'aider. Et elle démarre en même temps, elle finit en même temps. Et ça, c'était une réalité de terrain. C'est-à-dire qu'il y avait un esprit d'équipe qui allait même jusqu'à faire en sorte qu'il y avait un absentéisme qui était au ras du sol. Parce que une de ces personnes qui était absente, c'était du boulot supplémentaire. Parce que vous savez que quand on est absent, on a 2 jours pour envoyer son certificat de travail. Donc, si on a une mauvaise attitude, on peut attendre 2 jours et on ne sait pas si les gens vont revenir, vont pas revenir, etc. Là, je peux vous assurer que quand il y avait une absence, c'était vraiment l'équipière était à l'article de la mort, quoi. Hein, parce qu'elle savait que si elle s'absentait, effectivement, toutes les autres auraient du boulot supplémentaire. Donc, cet esprit d'équipe, il a des implications, effectivement, sur le niveau d'absentéisme et puis aussi sur le turnover, parce que les gens, ils n'ont pas envie de partir quand ils sont dans un état comme ça. Alors, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que, et c'est pour ça que j'ai compris que c'était une question de leadership, alors, c'est ce qui rend aussi cette approche de la passion un peu délicate, parce que ça dépend effectivement de celui qui conduit l'équipe, ou qui conduit l'établissement, ou qui conduit l'entreprise. Parce que quand ce docteur Parmentier a pris sa retraite, il se trouve que le directeur de l'hôpital est parti aussi, a changé, et en fait, ceux qui les ont remplacés, c'était pas du tout ça. Donc, la magie s'est arrêtée, mais quasiment du jour au lendemain. Et c'est pour ça que je disais qu'elles en parlent toujours avec un petit peu de nostalgie, parce que ça a été vraiment une époque de 10 années sous la conduite donc, du docteur Parmentier, une époque magnifique. Et après, c'était terminé. Donc, je me suis dit, effectivement, c'est une question de management, c'est une question de leadership. Alors, tant mieux, hein, parce qu'on peut le travailler, ça, mais aussi, il faut prévoir le changement. Hein, quand quelqu'un part en retraite, qui le remplacera? Est-ce qu'il aura la même manière c'est cette même approche, hein, humaniste, on va dire, des équipiers. Alors, j'avais aussi, un jour, j'écoutais, moi j'aime bien un philosophe français qui s'appelle Michel Onfray, et j'écoutais un jour un de ses cours, et il parlait de l'enseignement, et il parlait du germaine, et il disait, en fait, on a tous, au fond de nous, qui qu'on soit, un petit germe, ce qu'il appelle le germaine, et qui est le germe de la passion. En fait, on a tous quelque chose qu'on aimera faire, mais qu'on ne connaît pas. Et il disait le rôle des enseignants, effectivement, c'est de trouver ce germaine pour chacun de ses étudiants et le développer, de faire en sorte d'avoir une approche très personnalisée. Hein, celui qui aime, moi je sais par exemple, je déteste le téléphone. Donc si on m'obligeait à faire un boulot où il faut téléphoner tout le temps, je ne serais pas bon, quoi, puis je serais malheureux.
Donc, en fait, Onfray disait, c'est le rôle de l'enseignant. Et je me suis dit aussi, c'est le rôle du manager de faire en sorte que parmi ses équipiers, il y a peut-être des gens qui ont des préférences pour telles activités, d'autres qui ont des préférences pour telle autre. Et si on arrive à mettre en face une personne sur une activité qu'elle aime bien ou qu'elle ne déteste pas, en tout cas, au un minima, eh bien, on va effectivement améliorer et à la fois le bonheur des gens, enfin, la qualité de vie, on va dire, des personnes, et à la fois aussi l'efficacité de l'activité. Alors, en fait, ça c'est très connu, je dirais, hein. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Après, la difficulté, c'est entre le discours et les faits, c'est un petit peu difficile. Donc, mettre de l'ambiance, on a combien encore de managers, hein, petits ou grands, hein, d'ailleurs, au niveau des équipes, au niveau des ateliers, au niveau des services, qui travaillent encore avec des vieux principes du diviser pour mieux régner. Alors effectivement, quand on veut mettre de l'ambiance, quand on respecte les individus, quand on les valorise, hein, comme le faisait le docteur Parmentier, quand on les remercie chaque fois que quelque chose est bien fait, il ne faut pas avoir peur des autres. Voilà, il faut effectivement sortir des vieux principes de management, des vieux principes de ce qu'on a demandé pendant des années au chef, hein, qui était d'être le meilleur, de faire en sorte de régler les problèmes, de donner des ordres, de contrôler les individus et en fait de ne pas les laisser s'exprimer comme ils en avaient envie. Donc, vous voyez, donner du sens, montrer l'exemple. Bon, montrer l'exemple, je reprends l'exemple du docteur Parmentier, mais effectivement, par exemple, quand il était toujours en train effectivement, de tourner dans les équipes. Et puis, c'était le premier à être présent quand il faisait des fêtes à l'intérieur de l'établissement, hein, de temps en temps, enfin régulièrement même. Donc, le travail en équipe, j'ai dit, respect des individus, valoriser. Donc, tous ces ingrédients, on les connaît. L'idée, c'est aussi de les mettre en pratique. Alors, euh, quand tout à l'heure, je parlais effectivement de la qualité du travail, c'est un des éléments, effectivement, de cette passion. C'est-à-dire que pour pouvoir être passionné, il faut aussi qu'il y ait cette notion de qualité de vie au travail. Alors, je ne veux pas y rentrer dans le détail, hein, parce que c'est quand même un sujet aussi qui mériterait de faire l'objet d'une discussion, ou en tout cas d'un petit déjeuner ou un autre entretien. Mais vous voyez, on part du même principe, en fait. La qualité de votre travail, et ça, c'est la définition de l'ANACT, c'est une démarche pour combiner performance de l'entreprise et bien-être des salariés. Donc, ça ne va pas. On va dire que c'est la base. C'est une des bases minimum pour avoir la passion, hein, qui est l'étage supérieur, bien entendu. Parce que en qualité de vie au travail, ce qu'on demande, c'est effectivement qui est, donc c'est, je dirais, d'avoir une bonne relation avec sa hiérarchie, d'avoir une bonne relation avec ses collègues de travail, de ne pas être embêté tous les jours hein, par des non-conformités, par des événements indésirables, par tout ce qui pourrit la vie et qu'on n'arrive pas à faire une journée sans avoir un problème au cours de la journée ou avoir perdu du temps, etc. Donc, ce sont des éléments basiques, hein, je dirais très souvent matériels, mais pas que. Alors, je reprends, par exemple, je reviens un tout petit peu en arrière, excusez-moi, mais je pense au respect, au valoriser les individus. Il se trouve que j'ai fait, il y a 5 ans, un jeu sur la qualité du travail. Et à l'époque, je m'étais renseigné un petit peu, voilà, à droite à gauche. Donc, moi, j'avais quelques chantiers en cours, mais je m'étais renseigné un petit peu à droite à gauche. Et j'étais tombé par hasard sur un article des Échos. C'est un média économique, les Échos. Et ça datait de 2018. Donc, oui, bon, c'est pas tout récent, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé depuis. Et les Échos avaient fait une enquête justement sur la qualité du travail, et ils avaient fait une enquête auprès de 3000 salariés de toute activité. Et une des questions dont je me souviens parfaitement, c'était, qui était dans ce questionnaire, dans cette enquête, c'était, selon vous, qu'est-ce qui ferait que l'ambiance serait meilleure dans votre travail? 57% des personnes interrogées, plus d'une sur deux, a répondu, ça irait mieux si mon chef me disait bonjour et merci. Oui, donc effectivement, c'est déjà la base de la QVT, qualité de vie au travail, mais aussi de la passion. Parce que comment voulez-vous effectivement être passionné si on vous prend pour un imbécile, si on vous prend pour un moins que rien ben voilà, hein, c'est action égale réaction. Alors, je voulais simplement parler, mais rapidement, je surveille l'heure, hein, rapidement de la pyramide de Maslow. Alors, vous allez me dire, ouah, encore Maslow, c'est bon, quoi, on a déjà soupé parce qu'on ne peut pas faire une formation sans qu'on nous parle de Maslow. Alors, simplement,
Vous les connaissez, je ne veux pas vous expliquer le contenu de cette pyramide, mais aujourd'hui, à part les besoins physiologiques qui sont satisfaits via des salaires, et encore, hein, bon, et on pourra encore en discuter, mais bon, bref, tous les besoins qu'il y a au-dessus sont hypothétiques et sont problématiques. C'est-à-dire les besoins de sécurité, quand on voit le nombre d'entreprises aujourd'hui qui ferment boutique, on se dit la sécurité, bonjour, quoi. Hein, on n'est pas certain, quand on rentre dans une entreprise, d'avoir du boulot pendant un certain temps. Les besoins d'appartenance, cherchons autour de nous les boîtes où les gens sont fiers d'appartenir à leur boutique. Oui, il la revendique, moi je travaille chez machin, etc. Les besoins d'estime, estime de la part des collègues, estime de la part du chef, quand on sait que parmi les trois problématiques les plus fréquentes de mal-être au travail, il y a celle que je vous ai dit, donc les problèmes de tous les jours, les relations avec les collègues et les relations avec la hiérarchie, on est exactement dans cette absence d'estime. On n'est pas estimé des collègues, parce que de toute façon, effectivement, on n'en sait pas plus que les autres, donc pourquoi on serait estimé, pourquoi on serait référent, etc. Par rapport au chef, si votre chef vous dit déjà pas bonjour, dit merci, bon, ben, on va chercher l'estime quelque part. Les besoins d'accomplissement, qui est le haut de la pyramide, pareil, on les cherche aussi. Est-ce que parmi les gens que vous connaissez et qui travaillent, pas, je ne parle pas de vous, bien sûr, hein, mais des gens dans vos collaborateurs, dans les ouvriers, dans les compagnons ou les soignants qui sont autour de vous, qui a le sentiment de s'accomplir dans son travail? Eh bien, on les cherche. Donc, oui, déjà ça, et cette pyramide de Maslow, elle date des années 50, quoi. Et on n'a pas fait beaucoup de progrès, hormis effectivement savoir quels sont les ressorts, quels sont les mécanismes qui font que les gens sont motivés. Parce que là, on est sur la notion de motivation. On n'est encore pas sur la notion de passion. Alors, moi, je me suis intéressé à un théoricien un peu plus moderne, qui s'appelle Goetz, qui est un des gourous des entreprises libérées, et qui a développé lui aussi, parce que Maslow c'était les années 50, il a développé aussi des besoins nouveaux, hein, qui sont apparus du fait de l'évolution de la société, etc. Et il dit aujourd'hui, la plupart des gens veulent expriment ces besoins-là et il faut les satisfaire. Et là encore, ça va à l'encontre des habitudes qu'on a en termes de management et en termes d'organisation. C'est, on est des animaux de routine, hein, on a toujours fait comme ça. Donc, il n'y a pas de raison qu'on change notre hiérarchie, il n'y a pas de raison qu'on change nos rapports avec les salariés, il n'y a pas de raison qu'on change l'ambiance, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Parce que on a toujours fait comme ça avant. Mais bon, voilà, on est dans une période qui est nouvelle, qui est différente, qui est VUCA. Donc, il faut de temps en temps qu'on réfléchisse et qu'on essaie de se remettre en question. Alors, ces nouveaux besoins, selon Goetz, Isaac Goetz, vous pouvez vous renseigner aussi, c'est facile. Hein. Donc, il dit le premier besoin, c'est le besoin d'égalité intrinsèque. Égalité intrinsèque, c'est-à-dire qu'on est tous égaux dans une entreprise. Bien sûr, on a des fonctions différentes, on a des métiers différents, on a des compétences différentes, ce qui explique des salaires différents. Et ça pose pas de problème. Mais quand on a un discours en disant, eh bien, on est tous dans le même bateau, etc., il faut ramener tous pareil, c'est faux. C'est-à-dire il y a certaines fonctions qui ont des avantages supplémentaires. Je ne parle pas du salaire, hein, parce que ça, bon, hormis s'il y a des différences entre 1 et 1000, où on discute, mais dans la plupart des entreprises, la différence entre la base et le sommet, ça reste relativement raisonnable, entre guillemets. Hein. Mais bon, égalité intrinsèque, c'est pas d'avantage supplémentaire. Et Gates met souvent en avant la notion de parking. Pourquoi la direction aurait des parkings euh, réservés et pas les autres? Pour quelle raison? C'est-à-dire que les autres ne sont pas importants. Hein, les toilettes. Hein, il y a des toilettes dans les ateliers, il y a des toilettes qui sont dégueulasses souvent, et il y a des toilettes dans les bureaux qui sont propres, et ceux du bas n'ont pas le droit d'aller dans les toilettes. Les machines à café, ça peut aller loin, les horaires variables. Hein, pourquoi certaines fonctions ont des horaires variables ou pas? Les voitures de fonction, pourquoi certains chefs de service ou certains individus auraient des voitures de fonction? Il y a des voitures de service, c'est fait pour ça. Mais pourquoi une voiture de fonction? Pour récompenser quoi? Un statut? Donc forcément, on ne peut pas générer de la motivation, de la passion si on a des différences comme ça, si on a des inégalités, hein, intrinsèques. Voilà, donc alors ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, bien sûr. Alors ça, c'est pas évident. Hein. Dernièrement, dans un secteur médico-social, il y a on parlait de QVT, etc., de passion, et puis une chef de service me dit, ben, notre patronne à nous, dans son bureau, elle a ses propres toilettes. Personne n'y va.
Donc oui, on est encore loin déjà de ce qu'il faudrait faire pour effectivement augmenter un petit peu cette motivation, cette passion. Alors, l'autodirection, c'est le besoin d'être responsable de ce que l'on fait, c'est-à-dire c'est l'autocontrôle. Là encore, réduire ou voire supprimer le contrôle qu'on exerce auprès de ses collaborateurs. Hein, c'est-à-dire que si quelqu'un est compétent, on dit toujours la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais si, il faut réfléchir aussi. Hein, les vieux proverbes, quelquefois, ils deviennent obsolètes. Si on a un collaborateur en qui on a confiance, et qu'on connaît depuis longtemps, hein, il n'a pas été embauché hier matin, et si en plus il est compétent, pourquoi on contrôlerait le travail qu'il fait? Donc ça veut dire que, et en plus le contrôle, ce n'est pas générateur de valeur ajoutée. Hein, ça n'apporte rien à la qualité de la prestation. Donc ça veut dire que dans beaucoup d'entreprises, et vous en connaissez certainement, on est passé du contrôle qui était obligatoire par des spécialistes, des contrôleurs. Aujourd'hui, on pratique l'autocontrôle. Et ça n'a pas mis en bas les entreprises. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de comportements de la part de la hiérarchie aussi qui est à remettre en cause. Et puis, le développement personnel, j'en ai parlé aussi, c'est le fait qu'on est tous, c'est le petit germe de Michel Onfray, on est tous capables de faire quelque chose dans la mesure où ça nous plaît. Donc, on va développer, on va multiplier nos capacités. Donc, tout ça, c'est l'hypothèse sur laquelle il faut travailler pour organiser l'entreprise. Alors, à partir de là, j'ai imaginé une feuille de route, et puis je vous proposerai aussi qu'on échange, bien entendu. Hein. Alors, cette feuille de route, moi, je suis quelqu'un de, c'est ce que disait Valérie tout à l'heure, mais elle me connaît, plutôt de primaire. Donc, j'aime bien les choses qui sont concrètes. J'aime pas les discours, j'aime pas le conceptuel, j'aime bien qu'on m'explique effectivement ce qu'on peut faire. Alors, cette feuille de route, c'est un exemple sur lequel on peut travailler. Maintenant, c'est pas forcément la feuille de route, hein, mais c'en est une, voilà, avec des pratiques particulières. Alors, en gros, les étapes. Euh, il y en a 7. Amorcer, alors, il peut y en avoir plus aussi, toujours pareil. Les entretiens face à face, définir une finalité, l'égalité intrinsèque, j'en ai parlé, c'est Getz, instaurer le principe de subsidiarité, engager le projet QVT, permettre l'acquisition permanente de connaissances, inviter à la découverte du monde. Donc tout ça, je vais les reprendre une par une rapidement, je regarde l'heure aussi, il est 33. Alors, les entretiens en face à face. Là aussi, j'ai eu une expérience dans le premier établissement médico-social dans lequel j'ai travaillé. Le patron, tous les jours, faisait le tour de ses résidents et le tour de ses employeurs. C'était une petite structure, à peu près 50, 70 résidents, une cinquantaine de professionnels, et tous les jours, 2 heures, 2 heures et demie, il faisait le tour. Il disait bonjour à tout le monde, comment ça va, ça s'est bien passé, patati patata. Voilà. Donc, il faisait des entretiens face à face. Et moi, quand j'en parle de temps en temps de cet exemple-là, à des managers, à des responsables, on me dit, mais vous croyez que j'ai que ça à faire? Vous croyez que j'ai que ça à faire, à aller dire bonjour, puis papoter avec les gens? Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose, moi, j'ai constaté qu'il y avait un effet important parce que d'abord, c'est un respect des gens. Quand vous passez un petit peu de temps, vous en tant que directeur ou directrice ou cadre, quand vous passez du temps avec des gens, c'est du respect. C'est un signe de respect. C'est-à-dire qu'ils ont de l'importance. Hein, si vous passez à côté sans leur dire bonjour, ça veut dire que c'est voilà, rien du tout. Alors que si déjà vous leur dites bonjour, c'est bien, mais ensuite s'arrêter pour papoter, ben, pas, sans rentrer dans leur vie privée, hein, c'est pas ça, sans s'immiscer en vie privée, mais demander si ça va bien, hein, s'il n'y a pas de problème, même dans la famille, parce que ça peut aussi expliquer parfois des comportements. Et ça, j'ai découvert après, en m'intéressant à cette notion de face à face, que je trouve importante, capitale. C'est que ça avait été inventé, en fait, dans les années 40, chez Hewlett-Packard. Les patrons de Hewlett-Packard, ils ont des tours de terrain simplement pour leur dire bon, et s'ils avaient des problèmes. Et ils ont appelé ça MBWA, Management by Wandering Around. Excusez mon accent. Et donc, c'est pas mon directeur d'établissement qui l'avait inventé, en fait, c'est chez HP. Donc, c'est un concept de management, mais qui a été complètement oublié parce que les managers sont tellement occupés par le présent, par les problèmes de tout bord, qu'ils n'ont plus le temps de passer, n'ont plus assez de temps à passer avec la richesse. Hein. Alors, il y a des discours, on en entend. Hein. Le personnel, c'est notre richesse, patati patata, mais on ne connaît même pas les prénoms de ses collaborateurs ou de l'ouvrier ou de la personne à l'accueil. Donc, cette notion d'entretien face à face, pour moi, elle est hyper importante. Alors, bien sûr, il ne faut pas d'un seul coup, si ce n'est pas une habitude prise, démarrer tous les jours avec 2 heures, mais simplement dire bonjour, faire le tour. Hein, et puis peut-être pas tous les jours, et puis
petit à petit, parce qu'il y a comment dire, des conséquences qui sont intéressantes dans ces entretiens face à face, c'est aussi en termes de communication. Quand vous êtes dans une hiérarchie où il y a 4-5 niveaux, ce qui est assez fréquent entre le directeur général et le collaborateur de base, quand on fait une information descendante, qu'est-ce qui se passe? À chaque niveau, il y a de la rétention d'information, parce que l'information, c'est le pouvoir. Donc les gens qui reçoivent l'information du haut, ils en retiennent un petit bout, comme ça, ils l'utilisent à mauvais escient pour montrer qu'ils en savent un petit peu plus que les autres. Donc quand ça arrive en bas, le message est nul. Et la communication remontante, bottom-up, comme on dit, c'est pareil. On ne fait remonter que les choses qui sont positives. Tout ce qui ne va pas bien, on le garde, parce qu'on ne va pas faire remonter à chaque niveau, maîtrise, etc., des problèmes qu'on aurait dû, en principe, résoudre. Donc, quand cette information remontante arrive au sommet, tout va bien. Et du coup, comment et c'est souvent les indicateurs, hein, les tableaux de bord, etc. Tout va bien. Et puis, de ce coup, la boutique, elle ferme, on se demande pourquoi, parce qu'on ne l'avait pas vu, effectivement. Donc, cette notion vous voyez, ça, c'est l'entretien en direct. S'il y a une nouvelle importante, alors bien sûr, vous allez me dire, c'est plus facile de faire une note de service ou une grand messe, mais ça a moins de portée. Hein, si vous avez vraiment une information importante à donner, eh bien, on la donne en face à face. Et après, ça fait des petits, effectivement. Et là encore, quand vous dites est-ce que ça s'est bien passé hier? Ben non, j'ai eu un problème comme ça, comme ça. À ce moment-là, vous avez, vous, au niveau de l'encadrement de la direction, vous avez connaissance des problèmes et des signaux faibles, mais qui seront peut-être un peu plus tard des signaux forts ou des problèmes qui ne vont pas permettre la pérennité de l'entreprise. Alors, la cause noble, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert là encore. Hein, on parle beaucoup de finalité. Et effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler? C'est pas parce qu'on nous dit bah faut plier des petits bouts de métal ou bien faut aller ramasser ou nettoyer le couloir dans l'établissement. C'est pas ça qui motive, c'est pas ça qui passionne. En fait, l'idée c'est de définir une finalité. Et encore une finalité, c'est pas suffisant. Moi, cette notion de cause noble, je l'ai adorée. Pourquoi? Alors c'est aussi un japonais qui s'appelle Shiba qui fait beaucoup de conférences, qui bosse aux États-Unis, qui bosse au Japon, qui fait des conférences en France aussi, qui a inventé ce mot de cause noble. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une finalité euh, émotive, émotionnelle. Oui, donc, on travaille pour quelque chose qui nous transcende un petit peu. Et lui, il explique que c'est possible dans n'importe quelle boutique. Hein. Par exemple, moi, je suis un fan là aussi de Jean-François Zobrist, qui a été un libérateur de son entreprise, et la cause noble pour sa boîte, qui était une boîte de Picardie, qui faisait sous-traitance automobile, fourchette de boîtes de vitesse, entre autres, et la cause noble, alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais qui était partagée par tout le monde. Hein, c'était toujours plus, toujours mieux, toujours moins cher pour chacun de nos clients, à Alencourt, c'était là où était l'usine, dans le respect de la terre de nos enfants. Donc, vous voyez, euh, la cause noble, c'était il faut qu'on garde notre usine à Alencourt. Il ne faut pas qu'on soit délocalisé parce que, effectivement, dans l'industrie automobile, c'était des exemples assez fréquents. Et puis, il ne faut pas qu'on pollue la terre de nos enfants. Donc, cette notion de respect de la terre de nos enfants, oui, ils ne voulaient pas sauver la planète, ils ne voulaient pas polluer l'endroit où ils travaillaient. Et puis, pour ça, les conditions, c'était travailler plus, moins cher et mieux. Et quand tout le monde partage cette cause noble, je peux vous garantir qu'il n'y a même plus besoin de contrôle, il n'y a plus besoin d'expliquer ce qu'il faut faire ou pas faire. Hein, voilà. Donc les magasins chez lui étaient ouverts, les gens se servaient, enfin bon, quasiment pas de vol, quasiment pas d'absentéisme. Il avait divisé par 4 l'absentéisme, avait divisé par 2 les taux d'accidentologie. Certaines années, quand ça marchait bien, il partageait les bénéfices de l'entreprise et à part égale. Et il y avait des salariés, enfin, les gens touchaient jusqu'à un équivalent de 18 mois de salaire. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est possible, avec des métiers difficiles, des fondeurs, travailler en 2-8, 3-8, etc. C'est pas ça. Voilà. Donc cette notion de cause noble, là encore, bon, on pourra en parler beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel faut travailler. Alors, ce sont toujours des choses, quand on parle de passion, c'est pas demain matin qu'on va passionner les gens. Hein, c'est vraiment une feuille de route tranquille, gentille, comme la qualité de vie au travail. On démarre aujourd'hui et puis on a toute la vie devant nous. Et il faut faire les choses avec comment dire, raison.
Les signes de discrimination, j'en ai parlé un petit peu, hein, donc ça veut dire que ça, il faut vraiment travailler sur éliminer tous les signes de discrimination. Donc, vous voyez, il faut aussi que si vous êtes chef d'entreprise, mais si vous avez aussi un chef d'entreprise, un directeur ou un directeur général ou une directrice générale au-dessus de vous, il faut qu'il soit moteur là-dedans. Il ne faut pas que ce soit le premier, effectivement, à avoir la place devant son bureau. Donc, ça veut dire que ça fait partie aussi du respect qu'on peut avoir pour l'ensemble des salariés. Moi, un jour, dans un établissement médico-social, le patron me dit, qui était convaincu de ça, il me dit, vous savez, c'est très simple. Dans mon établissement, si tous les administratifs et tous les cadres se mettent en grève, l'établissement, il fonctionne encore. Si les soignants se mettent en grève, ça ne marche plus. Donc, il ne faut pas l'oublier, hein. Et ils sont aussi importants que nous. Et je dirais même plus, un peu plus, c'est qu'on est à leur service. Voilà. Donc, toutes ces notions de vestiaire, de propreté, de place de parking, de toilettes réservées, etc., même de télétravail, ça aussi, ça demanderait à réfléchir. Hein, le télétravail, c'est pas une panacée. C'est bien, c'est super bien. Mais il ne faut pas que ça accentue les différences. Il ne faut pas que ça accentue une inégalité. Parce que souvent, le télétravail, c'est réservé à quoi? Aux administratifs. Un ouvrier ne peut pas télétravailler, le maçon ne peut pas télétravailler, le soignant ne peut pas télétravailler. Donc, il faut compenser, hein, si on ne veut pas augmenter les inégalités. Donc, effectivement, on peut télétravailler, mais qu'est-ce qu'on donne aux autres qui ne peuvent pas télétravailler? Qu'est-ce qu'ils ont comme compensation? Oui, donc ça aussi, ça demande des réflexions, hein, tout simplement. Alors, le principe de subsidiarité, c'est aussi un principe qui est important parce qu'on ne le connaît pas, c'est la notion de pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut donner du pouvoir à ceux qui sont sur le terrain. Euh, Vous qui pratiquez le lean management, vous connaissez la petite musique qui dit c'est celui qui fait qui sait. Et effectivement, c'est celui qui est sur le terrain qui a la connaissance. Nous, on a une culture de l'ingénieur. C'est l'ingénieur qui explique à l'ouvrier comment il doit bosser. Et ça s'est fait pendant des années. C'est l'OST, Organisation scientifique du travail, c'est Taylor. Bon, aujourd'hui, c'est difficile, c'est différent. Hein, on n'est plus dans des époques de stabilité où après-demain, ce sera comme aujourd'hui. On ne sait pas ce qui sera fait. Donc, il faut que les gens qui sont sur le terrain, ils aient la capacité de réagir à tous les problèmes sans demander au chef. Parce que si chaque fois que vous êtes confronté à un problème, il faut demander au chef qu'est-ce qu'on fait, le chef demande au chef, qui demande au chef et qui redescend, eh bien le problème, il est encore là au bout de 15 jours, 3 semaines. Donc l'idée, c'est de donner du pouvoir. Le principe de subsidiarité, c'est une maxime politique, hein, qui fait que ben, le maire de votre village, il est officier de police et qu'il peut régler les problèmes. Quand il a un problème de sécurité, il ne va pas demander au ministre de l'aider, il va le faire seul. Hein. Donc c'est quelque chose qui se pratique sur le plan social, mais qu'on ne pratique pas sur le plan de l'entreprise. C'est simple, hein, vous demandez à un ouvrier qu'est-ce qu'il a le droit de faire sans demander à son chef? Rien. Et encore pire, qu'est-ce qu'il a le droit de dépenser sans demander à son chef? Moins que rien. Donc la notion de pouvoir, elle est absente, totalement absente. Et en plus, il y a aussi comment dire, un frein de la part de la maîtrise, parce que partager le pouvoir, c'est perdre le sien. Hein. Pourquoi avant, c'était le chef qui disait ce qu'il faut faire? Ben, il suffit d'avoir un planning, et puis c'est bon, quoi. Hein, et c'était le chef qui disait, ah oui, le boulot, il est bien fait ou pas bien fait. Mais il suffit d'avoir des standards, des critères d'acceptation, et puis l'opérateur ou la personne sait ce le boulot qui est fait, il est bien fait ou pas bien fait. Donc, oui, ça aussi, cette notion de subsidiarité, là encore, ça demanderait une discussion et puis des exemples, hein, précis. Mais moi, je me dis que peut-être qu'on pourrait démarrer cette notion de subsidiarité en donnant des budgets aux équipes quand ils sont confrontés à des problèmes. Il y a des non-conformités, il y a des événements indésirables, eh bien, on va laisser les équipes traiter les problèmes, prendre des décisions et traiter les problèmes, peut-être dépenser un petit peu d'argent, tout ça raisonnablement, bien entendu, hein, on ne va pas faire une révolution, tout ça euh, de manière raisonnable encore et progressive. Mais peut-être ça pourrait commencer par ça, en disant, ben voilà, vous avez un problème, eh bien on vous donne un certain nombre de budgets, de possibilités de faire appel à de la maintenance extérieure, etc. Enfin, peu importe, hein, pour tout ça, ça se règle effectivement au cas par cas. Et puis, le projet amélioration de l'activité, j'en parlais tout à l'heure, là aussi, c'est un gros boulot, ouais, mais on a déjà posé les bases. Hein. Donc, ça veut dire que là, effectivement, il faut constituer des groupes, un groupe de pilotage, parce que un projet d'amélioration de l'activité, ça ne se fait pas comme ça en claquant dans les doigts. Il faut constituer des groupes. Alors, quand on a une structure multi-établissement, effectivement, ben, il faut travailler avec des établissements pilotes, par exemple, après le faire pour les autres. Il faut faire un état des lieux.
un état des lieux avec des méthodes effectivement particulières, des méthodes qui ne laissent pas la possibilité à chaque salarié de formuler des récriminations, parce que derrière, il faut quand même y répondre. Vous voyez, il faut quand même que chaque fois qu'un salarié nous dit, ben voilà ce qui ne va pas dans mon travail, ben, il faut qu'on puisse le changer derrière, parce que c'est pas le tout de demander, on va pas faire comme le disait le fameux Coluche, expliquez-moi de quoi vous avez besoin et je vous dirai comment faire pour vous en passer. Là, il faut vraiment, si on a un état des lieux qui fait je dirais, qui nous apprend un petit peu les attentes de chaque personne dans une entreprise ou dans un établissement ou dans un organisme, il faut que derrière, on mette en place des solutions, effectivement. Donc derrière, effectivement, ces actions qui vont suivre l'état des lieux, et il faut aussi mettre en place un certain nombre de rituels et un certain nombre de communications, des réunions, des portes ouvertes, des clubs, des sorties, etc. Tout ça, bon, là encore, un sujet vaste et complexe, mais qui s'inscrit effectivement dans cette recherche de passion. Alors, la passion aussi, elle s'exprime. C'est le cas, par exemple, effectivement, des clubs qui peuvent être initiés spontanément par des salariés. À un moment donné, il y a des salariés qui vont dire, bah, tiens, moi, je fais tel sport, moi, j'aime telle cuisine. Eh bien, je vais constituer un club dans mon entreprise, et pas pendant le temps de travail, mais à côté, entre midi et deux, le soir, etc. Un club de judo, un club de boxe, un club de yoga, etc. Et des gens qui donnent leur temps comme ça veut dire que quelque part, bon, bah, si, ils vont se passionner pour leur travail, ils vont se passionner pour leur entreprise, et puis ils sont reconnus là encore. Hein, quand un ouvrier ou un soignant, etc., anime un club quelque part, c'est de la reconnaissance de la part des autres, c'est de l'estime de la part des autres. Vous voyez. Donc tout ça, c'est toute une mécanique qui participe effectivement à générer de la passion. Alors là encore, c'est pas magique, hein. On ne va pas dire qu'en faisant tout ça, tout le monde sera passionné et tout le monde va sauter en bas du lit le matin pour courir, bosser. C'est pas ça. Mais petit à petit, je pense qu'on peut avancer effectivement dans une meilleure approche du travail. Alors, là aussi, c'est important. J'ai mis une petite définition de l'ISO parce que je sais que la plupart d'entre nous, bon, on connaît bien les certifications ISO, enfin les normes ISO, je vais dire, et la 9000 qui est la norme sur le vocabulaire et sur les principes. Vous voyez, on nous dit le contexte dans lequel opère à présent un organisme est caractérisé par une évolution accélérée, une mondialisation du marché, donc ça c'est le VUCA, et l'émergence du savoir et de la connaissance en tant que ressource principale. Donc si effectivement on considère que les collaborateurs, c'est la ressource principale, hein, rappelez-vous, hein, on a des équipements partout pareils, on a des compétences partout pareilles, mais simplement, peut-être que des connaissances, hein, on peut effectivement faire en sorte que les collaborateurs améliorent leurs connaissances, améliorent leurs compétences, évoluent, non pas forcément sur des postes, mais en tout cas évoluent dans leurs compétences et deviennent des référents dans une activité quelconque, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, ça nécessite une acquisition permanente. C'est l'entreprise apprenante, on a beaucoup parlé, hein, la knowledge management, je ne sais plus quoi. Bon, ben, il faut aussi que ce soit une réalité. Hein, et ce n'est pas forcément des formations extérieures, comme le faisait le docteur Parmentier, hein, toutes les semaines, et ouvert aux volontaires. Hein, il abordait un sujet, et puis eh bien, il traitait le sujet, puis il répondait aux questions. Et puis c'était souvent des sujets abordés par rapport à des problèmes qui étaient vécus. Bah, tiens, il y a quelqu'un qui m'a insulté, une résidente ou je sais pas quoi. Bah, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Bah, il expliquait pourquoi, effectivement, la cause et bah, ce qu'on aurait pu faire. Et puis il y avait un partage de connaissances aussi entre les équipiers. Et chacun expliquait, parce que certains ont de l'expérience, d'autres en ont moins. Donc tout ça, ça fait partie de cette notion d'acquisition permanente. Donc il faut que ce soit structuré, il faut que ce soit ritualisé. Ah, c'est pas quand on a le temps, là encore, il faut que ça s'inscrive dans les agendas de chacun. Et puis, septième étape, inviter à la découverte du monde. Effectivement, si on a envie que le personnel, si on a envie que notre entreprise s'adapte en permanence à ce monde changeant dans lequel on vit aujourd'hui, ça veut dire que il faut aussi faire en sorte que les gens puissent aller chercher des opportunités. Je reviens encore sur cette norme ISO. On nous parle de risques et d'opportunités. Les opportunités, c'est quoi? Les opportunités, c'est quelque chose qu'on va aller chercher ailleurs, très souvent. Hein. Ça veut dire qu'on va aller lire des publications, on va aller fréquenter des salons, on va écouter des médias, on va faire des actions de veille, on va aller chez des fournisseurs, on va aller voir la concurrence, etc. On va aller sur les réseaux sociaux. Mais tout ça, effectivement, il faut que ce soit l'apanage de tout le monde, pas simplement d'un petit club de cadres, etc. Mais que tous ceux qui sont confrontés effectivement
à des problématiques. Hein, je sais pas, une demande particulière d'un client, on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas un signal faible qui peut nous annoncer un changement de notre environnement? Et là encore, ceux qui sont au contact des clients, souvent, ce sont des ouvriers, ce sont les gens qui font du service, ce sont les soignants. Mais ce sont aussi, par exemple, les gens des SAV, quand il y a des SAV. Donc, il ne faut pas que ce soit un boulot de routine où on répare, etc. Mais peut-être qu'on écoute les doléances des gens, qu'on écoute peut-être un reproche par rapport à quelque chose pour en tenir compte. Donc, cette notion de découverte du monde, elle est importante. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes d'entreprise, il faut faire en sorte que les ouvriers, que les soignants, que les gens aillent voir ce qui se passe ailleurs. Mon maître Zobrist, il dit il n'y a que ceux qui sortent qui s'en sortent. Voilà. Donc, c'est un Picard qui fait en allant, comme il dit. Et ben voilà, c'est effectivement, il faut sortir, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, hein, parce qu'on ne va pas réinventer le monde en espace clos, quoi. Donc, aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est vraiment important. Voilà. Donc, là encore, est-ce que vous avez des questions en particulier? J'en profite simplement avant d'ouvrir la parole, de dire que au mois de septembre donc, de cette année, hein, je sortirai, les éditions AFNOR vont publier donc, mon dernier bouquin sur, ben, c'est pas passionner les collaborateurs, c'est un, un livre, pardon, un ouvrage sur la qualité de votre travail. Et ça s'intitule Qualité de votre travail et management de la qualité. Voilà. Donc, sachez que si vous voulez occuper vos soirées au mois de septembre, eh bien, vous avez ce petit opuscule qui sera publié d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours. Voilà, donc il nous reste 7 minutes, 8 minutes. Si vous avez des questions, avec plaisir, ou des échanges, hein, ou des avis, ou des commentaires. Hein. Pas forcément des questions, mais des commentaires. Merci Yvon pour tout ça. Attends, je vais me mettre, je sais pas si on voit, non, je sais plus comment on met la vidéo là-dessus. Ah, ça y est. Euh, Ça me fait plaisir de te voir. Du coup, je veux bien avoir le slide d'avant, moi, parce que j'ai pas eu le temps de noter en fait tout ce que tu avais publié. J'avais une question, non, celui d'après sur tes petites publics, sur ces publications. En fait, les jeux, on les trouve où? On te les demande ou? Alors, non, moi je suis concepteur de jeux, mais c'est une société qui est spécialisée, qui s'appelle CIP, CIPE, qui est à Montrouge, qui a dans son catalogue une trentaine ou une quarantaine de jeux, et moi j'en ai fait quatre pour eux. Voilà. D'accord, ok. CIPE. Donc aussi sur le net, vous avez tout un tas d'informations sur cette société qui est fort sympathique. D'accord. Bon, moi, j'ai bien aimé ta présentation et j'ai noté plein de choses. Voilà, donc je trouve que ta vision m'inspire beaucoup. Voilà, je te remercie. Ben, c'est moi qui te remercie, Karen, parce que tu m'as fait un petit témoignage quand même pour ce bouquin sur la qualité de votre travail. Parce que tout à l'heure, je parlais de club et toi, tu es une passionnée de yoga et tu as introduit ce yoga par petites touches dans ton entreprise. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, il y a beaucoup de choses. Enfin, dans ce que tu dis aussi. Moi, je pense aujourd'hui que au niveau des leaders et des leaders qui vont venir dans les années prochaines, je pense qu'en fait, il va falloir justement pour faire face à beaucoup de changements. Je pense qu'il faut déjà avoir un bon équilibre intérieur. Et je pense qu'en ayant l'équilibre intérieur, tu peux beaucoup plus facilement amener tes collaborateurs à être bien parce qu'en fait, tu viens diffuser aussi cet équilibre. Et ça va en fait avec, ça corrobore avec ce que tu viens de dire en fait. C'est du moment que tu es bien, parce que si le leader va pas, enfin si ton manager va pas, faut quand même avouer que tu reçois en fait, comme un enfant avec ses parents, tu reçois en fait tout ce qui va pas. Et je pense que c'est un vrai sujet pour les années qui viennent. Oui. Alors, je renchéris, Karen, parce qu'effectivement, on s'est tous plaints, parce qu'on a tous connu des managers un peu cyclotimiques. Un jour, ils viennent, ils sont hilar, puis le lendemain, ils font la gueule à tout le monde, Ouais, ils râlent, ils sont pas contents. Donc, on confond caractère et mauvais caractère. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut, effectivement, quelqu'un qui n'est pas équilibré, hein, ben, ouais. parce qu'un jour, on est bien, un jour, on n'est pas bien, c'est vraiment pas équilibré. Donc, tout ça, ça s'apprend, effectivement. Ce que tu proposes, ça peut aider les managers à changer de comportement. Hein, le- 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 le-
comment dire, le charisme, le leadership, ça s'apprend, quelque part. Il y a des gens qui l'ont naturellement, mais pas tous. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on l'a pas qu'on peut pas effectivement faire des efforts pour être, par exemple, avoir un petit peu plus d'équilibre et pas foutre la trouille au sein de ses collaborateurs en fonction du jour, si on arrive bien luné ou pas ou mal luné. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est extrêmement important parce que c'est un modèle. Tu parlais d'exemple aussi. Je pense que c'est un vrai exemple aussi pour les collaborateurs parce que tu incites en fait à avoir un bon comportement, un bon relationnel. Et ça, ça me semble vraiment, pour moi, c'est vraiment essentiel. Mm. Yvon, on a une question sur le chat de David Lafarge sur le sujet de la rémunération, qui Oui. reste toujours a priori un sujet de crispation. Et la question, c'est pensez-vous qu'une transparence des salaires serait bénéfique pour la motivation? Alors, je sais pas répondre parce que euh, c'est peut-être pas dans mes contextes. Moi, personnellement, je serais plutôt pour. Après, c'est vrai que ça va à l'encontre de la culture française, hein, où on a un petit peu le culte du secret, mais je serais plutôt pour, dans la mesure où, effectivement les ingrédients du salaire sont relativement clairs. Alors, tout ça aussi, je reviens sur un exemple chez Favi, où Jean-François Aubrice, à une époque, à un moment donné, il y avait des primes de chaleur, des primes de ci, des primes de ça. Il les a intégrées dans les salaires. Voilà. Et c'est devenu un peu transparent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aucune raison pour que on puisse pas justifier. Si on est commercial, je gagne un petit peu plus que les autres, mais j'amène du boulot. Donc, je pense que dans la mesure où les salaires sont justifiés par, non pas une compétence, mais par exemple par l'importance d'un talent, ça ne pose aucun problème. Oui, j'avais l'exemple aussi chez Suez. J'ai travaillé à une époque quelques journées chez Suez, dans une grosse agence à Strasbourg, et le RH m'expliquait aussi, ils ont donc chez Suez, ils vendent de l'énergie, et ils ont aussi beaucoup de techniciens qui font de la réparation sur site, qui se déplacent. Et ces techniciens, ils n'ont pas toutes les compétences, hein. Ben, il y en a un qui peut être dans le chauffage, l'autre dans la frigorie, le dernier électronique, etc. Ils n'ont pas tous les mêmes compétences. Donc, ça veut dire que de temps en temps, ils sont confrontés à des problèmes et qu'ils ne peuvent pas résoudre quand ils sont sur place pour réparer un équipement. Et chez Suez, ils ont développé une compétence qui est sédentaire, mais donc toute une structure où des gens peuvent acquérir des compétences. Et quand le technicien sur site est en difficulté, il appelle effectivement la personne qui est compétente. Tiens, j'ai un problème d'informatique, tu peux m'aider, j'ai un problème de chauffage, tu peux m'aider, etc. Et donc, cette structure, ce réseau interne, hein, de compétences, il y a, comment dire, toute une progression à faire. Et ceux qui sont au-dessus de cette progression, c'est-à-dire qui sont des champions dans une activité, peuvent gagner plus que le chef d'agence. Ouais, et c'était ça qui m'avait interpellé, parce que, et ça posait pas de problème. Ces gens-là, on en a besoin. Hein, parce que si on veut effectivement que les pannes soient résolues rapidement, sans faire des allers-retours, eh bien, on a besoin de ces gens-là. Donc, celui qui est hyper compétent dans une discipline particulière, le fait qu'il gagne plus que le chef de l'agence, qui est son chef à lui, ça pose pas de problème. Donc moi je suis. Alors c'est un avis perso. Hein. J'oserais pas dire que c'est ce qu'il faut faire parce qu'il y a beaucoup de freins psychologiques et je suis absolument incompétent dans ce domaine-là. Mais personnellement, je serais plutôt pour. Merci Yvon. Henri, tu as levé la main? Oui, bonjour à tous, bonjour Yvon, et bravo pour ton intervention qui est comme toujours super. Et voilà, merci de participer régulièrement à l'activité de la FQPOA. Voilà, j'avais lu le livre d'Yvon, Comment passionner vos collaborateurs en un week-end de manière passionnée, justement. Et voilà, je pense que c'est vraiment le fondement et la clé de la réussite des entreprises. Voilà, il y a la qualité de base, il y a les ISO 9000, etc. Mais à la fin, si on veut vraiment que l'entreprise soit performante, il faut que les gens soient passionnés par leur boulot et s'épanouissent dans leur boulot. Voilà, moi je voulais juste témoigner en plus. Yvon était venu nous filmer dans l'entreprise Niguet où on avait parlé de cailloux dans la chaussure,
de travailler sur les irritants du quotidien, ce qui nous permettait en même temps de nous reboucler sur les fondamentaux de la qualité. Et je voulais juste témoigner aussi dans l'esprit de passionner les gens pour leur travail, de quelque chose qu'on pratique et qu'on amplifie maintenant dans notre entreprise. On a beaucoup grossi ces derniers temps. Maintenant, on est 450 personnes et ça pose des problèmes de communication entre la direction et l'ensemble du personnel, puisque ben, malheureusement, je connais pas tout le personnel. Il y a beaucoup de recrutement, voilà, il y a beaucoup de personnel, on ne peut pas connaître tout le monde. Et pour pallier à ça, il y a une époque, quand on était 50, ben, on connaissait tout le monde. Et on avait le temps on était moins bouffé par l'administratif et on arrivait à passer dans l'usine, voilà, plusieurs fois par jour. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on a une pratique dont je parle souvent, qui pour moi marche très très bien et qui coûte pas cher. C'est ce qu'on appelle les petits déjeuners de la direction. Donc, on faisait 2 fois par an, mais maintenant on le fait 3 fois parce que ça marche bien. Des réunions entre la direction, c'est-à-dire mon frère Yves et moi-même, et on a associé aussi, puisque ça marche bien également, mes 3 neveux et nièces qui sont la 6e génération, donc qui est la génération suivante qui prend la main pour prendre la suite de l'entreprise. On fait ce qu'on appelle les petits déjeuners de la direction avec une dizaine de personnes de l'entreprise, de tous les services, pour que chacun puisse poser des questions, mais sans filtre, hein, sans passer par la hiérarchie, directement à la direction. Et on discute, comme ça tout le monde bénéficie de la réponse. Chaque service voit les difficultés des autres services, etc. Et on répond globalement, on fait un compte-rendu, donc ça profite également à tout le personnel, puisque ces questions et ces réponses sont exposées ensuite par ce compte-rendu à tout le personnel. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. Ça coûte pas cher, ça coûte quelques cafés, un peu de jus d'orange, quelques croissants. En plus, c'est bien que nous, direction, nous servions et proposions pendant ce petit déjeuner qui dure 1 heure, hein, de servir un café, un jus d'orange à notre personnel, quoi, pour montrer qu'on est à leur service. Et souvent, les questions sont très, très pertinentes. Et voilà, ça permet au personnel de se renseigner sur la stratégie de l'entreprise, sur l'avenir de l'entreprise. Voilà, pour moi, c'est un acte hyper simple et qui est très, très, très utile pour l'entreprise. Merci Henri pour ce beau témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent donner un exemple de ce qu'ils pratiquent au sein de leur entreprise? Non? Bon, eh ben, Yvon, j'ai une question dans le chat. Henri, comment sélectionnez-vous les 10 collaborateurs? C'est notre service RH qui le propose. C'est les différents services qui proposent des personnes. Bien entendu, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes. Il faut qu'il y ait un roulement. Et c'est notre service RH qui gère ça, qui organise tout ça pour avoir de la diversité de différents services, de production, de conditionnement, d'administratif, de compta, de qualité, etc., des laboratoires, qu'il y ait un maximum de services représentés. Donc, c'est les RH qui sélectionnent, qui cherchent les gens en collaboration avec les chefs de service. Merci Henri. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va vraiment remercier chaleureusement Yvon parce que tu as donné des pistes, tu as donné l'envie d'aller plus loin. Donc, eh bien, je ne pourrais que conseiller de commander le petit bouquin qui va bien pour savoir comment on met tout ça en place au sein des entreprises. Pour ceux qui ne sont pas adhérents à la FQP, eh bien, je vous engage à nous rejoindre puisque le replay et la présentation de Yvon seront disponibles sur notre plateforme Intrano. Et puis, je vous dis au prochain petit déjeuner qui sera sur un thème complètement différent, qui sera le thème de la cybersécurité. Et je vous souhaite une belle journée au nom de la FQP. Merci beaucoup à vous tous, à vous toutes, et à bientôt.